Wesh wesh, bisous, bonjour ma petite bande de zouaves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis Maléfique. Et donc aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour la suite de nos aventures. Et donc, dans la première partie, enfin, actuellement, nous en sommes à la partie dans laquelle nous avions fait donc les 4 premiers microbes ici, qui est, je le rappelle, Mercure, Vénus, Terre et Mars. Voilà. Et aujourd'hui, ben, on va se taper les grosses. Je parle des planètes. Voilà, on va se taper celle-ci, la grosse, la numéro 1, la plus grosse du système solaire. Son nom, c'est Jupiter. Voilà, la planète Jupiter. Voilà à quoi ressemble-t-elle. Hop, je ne fais... Voilà. Donc je ne fais pas des photos retouches, hein. Ce sont des photos réelles. Il y en a d'ailleurs qui sont reprises, il y a même certaines photos qui arrivent, excusez-moi, de la sonde Voyager, enfin Voyager 2, pas Voyager 1, Voyager 2. Alors, d'après ce que j'ai pu lire sur le site internet de là où j'ai pris donc ces informations, les 3/4 des planètes ont été prises donc avec le premier voyage Hubble, voilà. Ensuite, il y a eu Voyager 2, qui actuellement a fait des études aussi sur les satellites des planètes. Et dernier en date était évidemment Discovery, puisque non, il y a eu Discovery et le dernier en date, pardon, c'est New Horizon. Alors New Horizon, c'est celui, je ne sais pas si vous avez entendu parler à la télévision, c'est le satellite qui a quitté la Terre et qui a déjà quitté notre système solaire, qui s'en va vers des aventures dans des contrées lointaines. Je pense que c'est actuellement New Horizon doit être perdu quelque part, je ne sais pas s'ils ont encore contact, mais doit être perdu à l'heure actuelle dans la galaxie du Centaure, un truc comme ça. Donc c'est la galaxie la plus proche de la nôtre qui est à je ne sais pas combien de milliards de kilomètres. Bref, nous sommes de retour chez la grosse, chez Jupiter. Revenons donc à nos planètes. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à toi. Alors, vous allez voir que donc je reprends un petit peu mon plan pour vous expliquer. Vous verrez plus tard que ces deux-là, les deux grosses là, se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ce serait presque, ce ne le sont pas, je vous rassure tout de suite, elles ne sont pas, mais elles seraient presque jumelles en, je parle en matière physique, de superficie. Un peu comme la Terre et Vénus. Enfin, physiquement, dans la superficie, elles seraient pratiquement jumelles. Bon, allez, on est parti. Première grosse, Jupiter. Alors Jupiter, donc son atmosphère est composée donc de gaz, dihydrogène, pardon, pas d'hydrogène, dihydrogène, à ne pas confondre, et d'hélium environ 13%. Donc hydrogène, donc 86%, 13% d'hélium et 1% de gaz. On va dire grosso modo 1% de gaz. Alors, non, 1% pardon, de matière inconnue. Donc elle est composée de 2 gaz. Excusez-moi, c'est le matin, je suis encore au café. Hein. Il est 7h25. Donc composé de 2 gaz. Alors aujourd'hui c'est dimanche, hein, ça me fait plaisir. Petite parenthèse. Deux gaz. Donc le dihydrogène, pas l'hydrogène, dihydrogène. Donc en fait c'est le dihydrogène pour vous expliquer, c'est vous voyez l'eau, vous voyez l'hydrogène, d'accord. Le dihydrogène, si vous expliquez, c'est entre l'eau et l'hydrogène, c'est-à-dire que l'hydrogène est plus léger que l'eau, d'accord. L'eau est plus lourde que l'hydrogène et le dihydrogène c'est entre les deux. Voilà, donc il y aurait, c'est-à-dire que l'hydrogène, je crois que c'est composé, j'irai me renseigner, mais je ne vais pas dire de bêtises. Je crois que c'est entre l'hydrogène et l'hydrogène. Maintenant, de quoi est fait le dihydrogène exactement? D'après les connaissances que j'ai pu obtenir,
Le dihydrogène est un élément chimique qui est composé à 80% d'air et 20% d'eau. Voilà pourquoi il se situe entre l'hydrogène et voilà. Et pardon, pas d'eau, oxygène, excusez-moi. C'est pour ça qu'on l'appelle le dihydrogène, parce que il y a aussi une partie d'oxygène. Donc 20% d'oxygène avec 80% d'hydrogène, c'est pour ça qu'on l'appelle le dihydrogène. D'après ce que j'ai eu comme information, hein. Je ne dis pas ce que... Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est bien placé, peu importe sa composition, c'est que c'est bien placé entre l'eau et l'hydrogène. C'est pour ça qu'on l'appelle le dihydrogène. Bon, suite à ça, donc Jupiter, notre grosse, est donc en fait composée, elle est ronde. Sa particularité en fait, c'est que c'est une planète de gaz. Il n'y a pas de sol, c'est-à-dire que vous pourriez la transpercer comme si c'était vous prenez une aiguille, vous prenez un ballon, vous faites gonfler, vous prenez l'aiguille, le ballon va éclater, et puis vous n'aurez rien touché à l'intérieur du ballon. Ben, Jupiter, c'est exactement la même chose. C'est que c'est une grosse planète de gaz, il n'y a pas de sol, donc vous pourriez la traverser, on va dire, peut-être pas rapidement, parce que vu sa masse volumétrique, il faudrait peut-être plusieurs jours, mais vous pourriez la traverser. Bien que sur Jupiter, il y a donc une particularité, c'est que la planète en fait est un peu coupée en deux. Donc vous avez la planète avec le pôle nord et le pôle sud. La planète est coupée en deux. Donc ce qui fait que à la limite de l'équateur de la planète, en fait, vous avez en haut donc des vents qui tournent dans le sens des aiguilles des montres. Donc voilà, jusqu'à l'équateur de la planète. Et en dessous, vous avez des vents qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors pourquoi? Parce qu'en bas, il y a sur Jupiter ce qu'on appelle le typhon qui est représenté. Alors c'est un typhon qui est là depuis... attendez, en fait c'est une... que je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je vous montrerai les textes après de toute façon. En fait, c'est un typhon qui est là depuis environ 300 ans. Donc les vents peuvent aller jusqu'à 360 km/h déjà. Donc voilà, donc c'est-à-dire que vous soyez dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous tapez des vents à 360 km/h. Et donc en bas de la planète, donc là où les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il y a une espèce de grosse tache rouge. C'est donc un typhon géant qui s'est créé il y a 300 ans et qui, à cause de lui, donc à cause de cette tempête qui s'est formée, c'est elle en fait qui a inversé le sens de rotation des vents donc, sur le bas de la planète. C'est pourquoi maintenant les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, à l'heure actuelle, les scientifiques ignorent comment ce système s'est-il procédé. Alors, en ce qui concerne la température de la planète et donc un peu ses caractéristiques, c'est-à-dire son chiffre, sa température, etc. Alors, la température sur Jupiter, puisqu'elle a quand même un noyau, elle a quand même un noyau solide. Donc, je me demande comment elle pourrait avoir un noyau solide alors que c'est une planète gazeuse. Mais bon, malgré tout, toutes les planètes, qu'elles soient rocheuses ou gazeuses, à la base, possèdent un noyau. Parce que c'est un peu comme nous, l'être humain, on a tous un cœur, une cervelle, enfin en général. Donc sans ça, on ne peut pas vivre. Bon, les planètes, c'est la même chose. Elles n'ont pas de noyau, elles ne peuvent pas être créées, elles ne peuvent pas vivre. Donc quelque part, elle a quand même un noyau solide, mais son petit noyau doit être l'équivalent de la taille de la Terre. Bon. Et donc sa température pourrait dépasser les 20 000 degrés. Donc réfléchissez pas. 20 000 degrés, dites-vous, c'est impossible, on ne peut pas y vivre. Cherchez pas à comprendre. 20 000 degrés. Alors, déjà qu'on disait que sur Vénus, c'était l'une des planètes, je crois, qui était la plus chaude du système solaire. Alors, je vais reprendre, d'après ce que l'on me dit, je vais reprendre mes petits papiers. Il me semble que sur Vénus, effectivement, sur Vénus,
on disait qu'il y avait la planète, Vénus était la planète la plus chaude du système solaire. Donc déjà, Vénus, oui, c'était sur la température moyenne, oui. Mais bon, après sur Jupiter, elle est tellement loin la grosse que les scientifiques n'ont pas encore les chiffres exacts. On cherche encore, parce que bon, ils ont envoyé plusieurs satellites pour étudier la planète, et en ce moment, ils se concentrent sur les propres satellites de Jupiter. Nous allons y venir après. Donc, il fait 20 000 degrés. Ou ça, enfin, ça peut même dépasser les 20 000 degrés. Donc, n'y pensez même pas y aller. Non, non. Enfin, moi personnellement, j'ai pas envie de finir un barbecue, donc j'y vais pas. Ensuite, dans Jupiter, c'est comment dirais-je, des nuages monstrueux qui sont formés. Donc l'atmosphère de Jupiter est composée de nuages d'orage monstrueux. Il ne pleut pas. Il ne pleut pas parce que le dihydrogène, tout simplement, c'est comme ça d'ailleurs ça se forme, parce que le gaz entre l'hélium et l'hydrogène, comment dirais-je, c'est pour ça qu'il ne pleut pas sur Jupiter, en fait, parce que l'hélium détruit l'eau. On peut dire que l'hydrogène est un absorbateur, donc l'hélium est un destructeur, donc détruit, et l'hydrogène est un absorbe. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que des orages violents sur Jupiter. Essayez d'aller sur Internet, même sur YouTube, et essayez de regarder comment est fabriqué l'intérieur de Jupiter, et vous verrez qu'à l'intérieur, ce sont que des gros nuages remplis d'orages. Il y a de la foudre aussi. Alors, comment est-ce que la foudre puisse se passer? Enfin, du moins, il n'y a pas forcément la foudre, mais le tonnerre, en fait, les craquements. Et de toute façon, ça reste du ciel, il n'y a pas de sol. Donc la pluie ne peut pas tomber. Même s'il y en avait, elle ne pourrait pas tomber, puisque c'est du gaz. Donc la pluie, la goutte d'eau serait là, et elle volerait, comme c'est dans la planète, et elle volerait jusqu'à ce qu'elle soit totalement désintégrée. Elle ne tomberait pas au sol, parce qu'il n'y a pas de sol. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc c'est de l'hydrogène atomique liquide et présent sous forme métallique, voilà. Et des courants tourbillonnants provoquent un gigantesque champ magnétique. Alors c'est vrai que Jupiter a une puissance magnétique impressionnante. Elle est capable d'attirer beaucoup de choses. Alors il se peut d'ailleurs que Jupiter soit en deux parties, hein. Je vous le dis parce que je risque d'avoir un... J'uploaderai la première partie et je ferai la deuxième partie par la suite, parce qu'on va parler également des satellites de Jupiter. Donc, entre parenthèses, ça va être en deux parties. Donc ensuite, il y a la couche d'hydrogène qui arrive, qui est située donc sous la couche nuageuse de Jupiter. Donc il y a dans la couche nuageuse qui englobe l'atmosphère de Jupiter, en fait, sa couche d'ozone. Et voilà. Et après, la pression devient plus liquide que gazeux. Bon, il y a aussi du gaz. Donc c'est mélangé entre le liquide et le gaz. Ensuite, donc du H2, du hydrogène, de l'hélium, s'étend vers le haut près de 5000 km. Voilà, jusqu'à 5000 km. Donc autrement dit, l'hélium et le dihydrogène de Jupiter s'étendent vers le haut sur près de 5000 km jusqu'à se fondre dans l'espace interplanétaire. C'est-à-dire que la puissance d'attraction de Jupiter est tellement puissante que l'eau, donc le dihydrogène et l'hélium qu'elle recrache, c'est avec la puissance de la planète en fait, et puis sa force de gravité impressionnante, Jupiter a 67 satellites. 67. Donc c'est pour vous expliquer à quel point sa force de gravité est impressionnante. Et malgré cela, elle arrive à recracher de l'hélium et du dihydrogène dans l'espace. Il arrive même parfois que sur Terre, nous recevons de l'hydrogène, enfin du dihydrogène et de l'hélium de Jupiter. Bon, nous, on ne reçoit pas directement sur nous, ni sur le sol, puisqu'elle est détruite par la protection, par la couche d'ozone de la planète. Mais il y a des recrachés. Mars en reçoit aussi. Donc Mars en reçoit, Jupiter en reçoit.
Je ne sais pas. Puis après, peut-être ça va sur Vénus, je ne sais pas. J'ai pas posé un petit drapeau encore pour savoir. Mais je vous dirai, c'est tout ça, je le sais. Ensuite, en chiffres, Jupiter. Donc, alors le diamètre moyen de Jupiter, donc sa surface complète, est de 142 984 km. Donc ça fait à peu près 18 fois la taille de la Terre. Puisque la Terre, je vous rappelle, pour info, la Terre, quand je retrouve la fiche, elle fait, je ne me rappelle jamais parce que les chiffres je ne les reconnais pas, je ne les retiens pas du moins, 12 756 km. D'accord, 12 000 et 142 984 km pour Jupiter. Donc ça veut dire que même en arrondissant 13 000 km de la Terre pour 143 000, ça veut dire que ça fait 18 fois la Terre, on va dire. Hein, parce que 10 fois, ça ferait déjà 130 000. Hein, ça ferait 130 000. Ouais. Ça fait 10, ça fait 13 fois. Hein, ça fait 13, 126, 120, 126, ouais, 139, ouais. Alors, une quinzaine de fois. Peut-être pas 18, mais on va dire au moins 15 fois. D'accord? Parce que ça faisait 13 000, ça fait 130. Divisé 130 par 2, ça vous fait 65. D'accord? Pour ajouter à 130, ça vous fait 195. Donc ça fait pas. Ouais, ça fait, on va dire. Non, ça fait pas. Enfin, ça fait bien 10 fois. Quoi. Ça fait 130 000. Ça fait 11 fois. 11 fois la Terre. Voilà. 11 fois. Bon, on va se baser simplement parce que je ne vais pas me faire les mathématiques à 7h39 du matin, vous voyez. Hop. Mais si vous savez calculer un petit peu, je vous dis que la Terre fait 13 000 km et Jupiter fait 143 000, hein, on va dire. Donc ça va faire 11 fois la Terre. Donc il faut 11 Terres pour faire une Jupiter. C'est génial. Hein. Donc, pour vous dire que c'est la plus grosse planète du système solaire, nous viendrons à sa copine, à sa fausse sœur jumelle dans une prochaine vidéo, bien sûr. Nous en parlerons. Et vous verrez que c'est à peu près l'équivalent. Bon, alors ensuite, donc on a parlé de sa surface globale. Alors, la distance du moyen, donc, elle est à 778,6 millions de kilomètres du Soleil. Entre le Soleil et Jupiter, il y a 778 millions,6 de kilomètres. Donc, alors, effectivement, donc elle tourne sur elle-même en 9h55. D'accord, on va dire 10 heures pour arrondir. Hein. En 10 heures, elle a tourné sur elle-même. Et elle fait la danse du soleil. Elle fait la danse du soleil, donc c'est-à-dire son tour complet autour du soleil en 4331 jours. Donc ça fait à peu près l'équivalent de 12 ans. 11,86 années terrestres. Exactement. Donc ça veut dire qu'il faut 12 ans pour faire le tour du soleil. Donc c'est une planète de gaz qui tourne très vite sur elle-même, mais qui se déplace lentement, autour du soleil. Et c'est tout à fait l'opposé de Mercure et Vénus, vous vous souvenez, où elles vont très vite à tourner autour du soleil, mais en revanche, Mercure et Vénus, c'est lent, c'est lent quand elle tourne sur elle-même. Et là, Jupiter, c'est tout à fait le contraire. Elle va très vite à tourner sur elle-même, mais pour faire le tour du soleil, elle est lente, mais elle est lente. Voilà, pour vous les expliquer plus simplement. Alors, elle a 67 lunes. Donc, je vous passe la première partie. Donc, le texte. Voilà. Je vous rappelle que si vous voulez lire, hop, je vous invite à appuyer sur pause. Vous pourrez lire les informations. Ensuite, je voulais vous parler, donc la suite, on va parler un petit peu maintenant la partie 2. Donc si ça coupe, je mettrai une deuxième partie aussi, parce que je ne sais pas à l'heure actuelle où j'en suis au point de vue du record. Donc Jupiter a 67 lunes, donc autrement dit 67 satellites. Alors, il y a 4
4 d'entre eux, dont rien que un. Ok, donc il y a parmi les 67, parce que c'est moi je lis en même temps pour pouvoir vous expliquer. Parmi les 67 satellites de notre ami la grosse Jupiter, il y en a 4 qui sont les plus importants, et rien que leurs satellites ont la masse d'une planète. D'accord? Non, non, c'est pas des conneries. C'est du moi ce que je lis. Donc il y a 4 parmi les 67, hein, plus les autres, parce qu'il y a aussi les autres qu'on n'a pas découvert, les Méné, les Micro, les machins. Il y en a pas mal, mais il y en a 4. Il y a 4 satellites les plus importants à retenir qui sont de la masse d'une planète. Alors, leurs noms sont évidemment. Je vais donner donc ces 4 immenses satellites. Donc, on les appelle les Galiléens, puisque c'est Galilée qui les a découverts. Donc, ils ont donné le nom galiléen. Alors, il y a Io. Le premier s'appelle Io, le premier des 4, qui dispose d'une activité volcanique. Ensuite, le deuxième s'appelle Europe, d'une surface glacée. Le troisième, Ganymède. Alors, Ganymède, d'une activité géologique passée. Et le dernier s'appelle Callisto, criblé de cratères. Oui, criblé de cratères. Donc, en outre, les 3 derniers, donc si on va pas parler de Io, on va parler de Europe, Ganymède et Callisto. Euh, euh, possède un océan d'eau liquide sous une couche de glace. Ganymède est le plus gros satellite du système solaire avec 5262 km de diamètre. Voilà, 5262 km de diamètre. Alors 5262, c'est une planète. Hein. C'est vraiment une planète. Et je crois même que, sauf erreur de ma part, et je vais regarder tout de suite, c'est bien ce qui me semble, c'est que imaginez que pour un satellite, donc le satellite Jupiter, qui donc s'appellerait Ganymède, qui fait donc 5262 km de diamètre, est plus gros encore que la planète Mercure, qui elle fait 4879 km. Voilà. D'ailleurs, si je veux, même pour vous comparer un petit peu, elle est plus grosse que Mercure, et elle est même encore plus grosse que la Lune, puisque donc Ganymède fait 5262 km de diamètre, et la Lune fait 3474 km de diamètre. Donc vous voyez, elle est encore plus grosse que la Lune, qui elle déjà elle-même est plus grosse que Mercure. Pardon, Mercure qui par elle-même est déjà un peu plus grosse que la Lune.